Alors aujourd'hui, je vous propose une balade dans un quartier qui n'est pas forcément très connu, même des Marseillais eux-mêmes. C'est le quartier Vauban, le quartier des Antiquaires, etc. Alors évidemment, Place Castellane et Notre-Dame de la Garde, ça va, tout le monde situe, il n'y a pas besoin d'être Marseillais pour ça. Mais les petits escaliers entre les deux... Ouais, alors attendez, parce que j'ai bien la première godasse, mais je sais pas ce que j'ai fait de la deuxième. Ouais, alors paniquez pas, la balade en question, elle fait que 2 km, il y a 115 mètres de dénivelé. Faut pas exagérer non plus, hein. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Rendez-vous place Castellane, donc, au bout de la rue de Rome. Alors, la place Castellane. Si je vous fais l'histoire de la place Castellane maintenant, demain, on y est encore. Donc, je vous en parlerai, mais lors d'une vidéo que je dédierai au Prado, plutôt. Alors, la rue de Rome, je reviens juste vite fait dessus. Je l'avais déjà mentionné dans mes vidéos sur Marseille baroque. Là, c'est l'occasion d'en reparler, mais vraiment rapide. Juste pour vous le signaler, en fait, on est ici sur la plus grande perspective urbaine d'Europe. Ça part de la place Camille Pelletan, tout au nord, jusqu'à l'obélisque de Mazargues, tout au sud, en passant par la Porte d'Aix, la Canebière, la place de Rome, la place Castellane et le rond-point du Prado. Attaquez la descente de la rue de Rome, mais sur quelques mètres seulement, et prenez la rue Saint-Suffren sur votre gauche. Vous arriverez au square Edmond Rostand. Alors c'est une petite place qui vient d'être faite, mignonne. C'est une place qui ponctue la rue Edmond Rostand. Alors je vais revenir évidemment sur Edmond Rostand dans un instant. Avant ça, je vous propose qu'on s'attarde quelques instants sur l'histoire de cette petite fontaine. Alors il s'agit d'un modèle de fontaine qu'on appelle fontaine Wallace, du nom de son initiateur, Sir Richard Wallace, un Britannique. Richard Wallace, il est à Paris en 1870 à la fin de la guerre contre la Prusse, et philanthrope qu'il est, il va constater les ravages de la guerre à Paris et il va donc décider de dédier une partie de sa fortune à l'édification d'une série de fontaines qui permet aux Parisiens d'accéder à l'eau potable. Et c'est donc pour ça qu'on en trouve essentiellement à Paris, des fontaines Wallace. Essentiellement à Paris, mais aussi dans d'autres villes du monde, comme ici à Marseille. Réaliser des fontaines, ça a deux avantages. Le premier, c'est la santé publique, ça permet de rendre accessible l'eau potable, même aux plus démunis. Et le deuxième avantage, c'est de participer à l'embellissement des villes. À cette époque-là, fin 19e siècle, on est dans la grande époque, on va réaliser des monuments, des grands palais, des fontaines, les candélabres, etc., etc. Alors, la conception d'une fontaine Wallace, c'est toujours la même. C'est un socle à 8 pans, c'est 4 cariatides qui se tournent le dos et qui supportent un dôme, c'est un filet d'eau au centre qui coule en continu. Et pour ceux qui se posent la question, c'est déjà la pose lexicale de cette vidéo. Une cariatide, c'est un élément structurel, vertical, donc un poteau si vous voulez, représentant le corps d'une femme. C'est le pendant féminin des Atlantes, vous savez, c'est les corps d'hommes sculptés avec des grosses barbes là, qui portent souvent des balcons comme ça là. Enfin, ils le font beaucoup mieux que moi, hein, mais... Alors c'est vrai, la fontaine Wallace, ça fait très Titi parisien, Amélie Poulain et tout, hein. Mais je vous ai dit, on en retrouve dans le monde entier les fontaines Wallace, comme là par exemple au Mozambique. Et à Marseille, des fontaines Wallace, en fait, c'est pas la seule, hein, y en a 8 en tout. Et si ça vous amuse, vous pouvez lister dans les commentaires où elles sont dispatchées dans Marseille. Prenez maintenant l'avenue Rostand sur la droite. Alors, je vais faire semblant de ne pas vous parler de l'église devant laquelle on passe. Là, il s'agit de Saint-Nicolas de Myre, une façade franchement atypique. Et tant qu'on y est, je ne vous parlerai pas non plus de l'église Saint-Joseph qu'on croisera un peu plus loin sur la balade. Tout simplement parce que je vais leur consacrer une vidéo bonus pour la semaine prochaine. Arrêtez-vous maintenant à l'angle de la rue Edmond Rostand et de la rue Saint-Jacques. Ici, il y a deux curiosités. La première, c'est cette vierge en robe bleue, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est assez rare que les vierges à l'angle soient colorées à Marseille. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une vierge à l'angle à Marseille, je vous renvoie vers la vidéo sur le quartier Longchamp. Et donc la deuxième curiosité de cet angle de rue, c'est qu'on voit là la rue Edmond Rostand, en fait son ancien nom,
Et on revoit la plaque, c'était la rue Montaut. Bon, Montaut, c'était juste le propriétaire du coin au moment où on a décidé de tracer la rue, et puis on lui a donné le nom de la rue, Rebelote Longchamp, quoi. Bon, et donc, cet Edmond Rostand, c'est qui? Pour le savoir, il va falloir que je vous parle des 5 générations de Rostand. Oh là là, je sens que ça va être long, ça. Alors, on commence par la première génération. Alexis-Joseph Rostand, officier de la Légion d'honneur, quand même. Lui, en fait, il va faire carrière dans une fabrique de bonnets. Ouais, il y avait 6 fabriques de bonnets à Marseille à l'époque. Alors lui, il fut vice-président de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône, qui venait d'être créée, et président de la Chambre de commerce. Il entre même au conseil municipal de Marseille, et sera même nommé maire de Marseille par Louis-Philippe, parce qu'à l'époque on nomme les maires, et il a même une rue à son nom dans le 10e arrondissement. Ce qui fait qu'il ne faut pas confondre la rue Rostand avec l'autre rue Rostand. Alexis-Joseph Rostand va se marier avec sa cousine. Voilà, et il va avoir un fils, Joseph-Alexis Rostand. On est toujours sur la première génération, niveau prénom, ça commence bien. Alors, on est déjà justement à la deuxième génération, on passe un peu vite. Joseph-Alexis, il a 2 fils, Eugène Joseph et Alexis. Alors pour info, Alexis deviendra président notamment du comptoir national d'escompte de Paris, ce qui deviendra ensuite la BNP, mais on va plutôt s'intéresser à son frère. On est donc là à la 3e génération. Eugène Joseph Hubert Marius Constant est un avocat, financier, homme de lettres, tout ça. Alors pas seulement, il sera aussi adjoint au maire de Marseille, et il va notamment beaucoup œuvrer pour la création du jardin zoologique du parc Longchamp. Il va aussi devenir administrateur puis président de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône. Décidément, c'est de famille. Attendez, c'est pas fini. Il sera aussi président de la Banque Populaire de Marseille et en plus administrateur de la Société Marseillaise de Crédit, la Compagnie des Docks de Marseille, la Société Immobilière de Marseille. Et attendez, c'est encore pas fini. Il sera aussi membre puis président de l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille. Il y en a toute une page sur Wikipédia. Mais nous, ce qui nous intéresse dans les petites balades urbaines, c'est évidemment la copulation. Il va être surtout papa de 2 petits enfants, la petite Juliette, et donc le fameux Edmond. Ouais, il était temps. On est donc à la 4e génération. Edmond, Eugène, Joseph, Alexis Rostand. J'ai l'impression de réciter les éphémérides du mois d'avril. Est donc né ici, dans cet immeuble, au 14 de la rue Edmond Rostand. Hein? Ouais, c'est un peu comme Jésus qui est né 7 ans avant lui-même, là. Ouais, bon bref, après des études à Marseille, son père le pousse au collège Stanislas à Paris pour faire des études de droit. Bon élève, tout ça, il obtiendra sa licence. Il s'inscrira au barreau, mais Edmond n'exercera jamais. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire vu ses aïeux, Edmond Rostand c'est plutôt un petit rigolo, vous voyez. Il a fondé avec son pote Maurice Froyer le Club des Natifs du 1er avril. Je vous liste les avantages, ça vaut son pesant de cacahuètes. Entrée gratuitement dans tous les établissements publics, opéra, théâtre, champs de course et maisons closes. Pouvoir rire aux enterrements afin de les rendre moins sinistres. Bénéficier à leur naissance du parrainage du chef de l'État et, en outre, se voir attribuer un appartement de fonction dans un des palais nationaux, résidence pourvue de tout le confort souhaitable et d'une domesticité jeune, accorte et complaisante. Je regrette d'être né un 4 juin. Alors vous vous doutez bien que c'est pas grâce à ce club que la ville de Marseille lui dédiera cette rue. Non, c'est parce que, vous le savez sûrement, en fait c'est surtout l'auteur de Cyrano de Bergerac. Bon, il a pas écrit que ça, mais enfin... Bon voilà, Cyrano de Bergerac c'est un énorme carton. Alors pour la petite anecdote, à la première de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand était persuadé que ça marcherait pas du tout. Et en réalité, à l'entracte, le public s'est levé pour applaudir, à l'entracte, hein. Si bien que le ministre des Finances a rejoint Edmond Rostand dans les coulisses, a décroché sa propre Légion d'honneur pour la remettre à Edmond Rostand en lui disant
soi-disant « Permettez-moi, monsieur, de prendre un peu d'avance ». Alors, il sera effectivement promu commandeur de la Légion d'honneur, et il va même devenir académicien. Ce coup-ci, je vous parle bien de l'Académie française. Il occupera le fauteuil numéro 31. Allez, pour finir en beauté, 5e génération maintenant. Edmond Rostand est le papa aussi de Maurice et de Jean Rostand. Jean Rostand qui sera un homme de lettres et un biologiste et qui va lui-même entrer à son tour à l'Académie française. C'est vraiment une dynastie... Et donc si vous voulez la suite de la dynastie Rostand, bon, bah déjà allez consulter d'urgence. Jean Rostand a eu un fils, François, qui lui n'a pas eu de descendance. Bon, j'imagine qu'on peut reprendre la balade. Dis-moi où est ta copine? On va remonter la rue Saint-Jacques et tourner à gauche sur la rue Stanislas Torrens. Donc là, sur votre gauche, vous avez la rue des Vignerons. Où c'est les vignerons? Alors non, ça fait belle lurette qu'il n'y ait plus de vignerons ici. C'est juste pour vous mentionner qu'avant que le quartier soit urbanisé, il y avait des vignes. Et ce chemin qui permettait de partir de la ville pour monter à la colline Notre-Dame-de-la-Garde s'appelait donc le chemin des vignerons, puisqu'il était emprunté par les vignerons. Non, si je vous parle de cette rue, en fait, c'est plutôt parce qu'il y avait une fonderie à cet endroit-là. Alors là, cherchez pas, il n'y a plus de traces. En fait, c'était la fonderie Toussaint Morel, une fonderie de cloches et de statues notamment. Alors ils ont fondé notamment la grande statue de Monseigneur de Belzins qui trône au pied de la cathédrale de la Major, et aussi la cloche de l'église de l'Estac pour l'anecdote. Alors l'église de l'Estac, oui, c'est bien, mais évidemment, ils ont fondé une des 3 cloches du clocher de la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde. Bon, bah pour l'anecdote, c'est la plus petite des 3, mais le bébé fait quand même 71 cm de diamètre. Faites encore quelques pas sur la rue Paradis jusqu'à apercevoir un escalier sur votre droite. Alors décidément, encore un lien vers une ancienne vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le parc Borély, je vous ai parlé vite fait du jardin botanique et notamment d'une serre dedans qui actuellement est un peu en train de tomber en ruine, qu'on appelle la serre Noïpra. Vous vous souvenez? Alors puisqu'on est devant ces immeubles de la rue Paradis, c'est un peu l'occasion de parler sérieusement de cette famille d'industriels. Louis Noilly, il est négociant lyonnais, et avec son gendre, Claudius Pratt, ils vont fonder une société, la société Noïpra, quoi. Alors on se faisait pas chier sur les prénoms à l'époque, mais alors niveau naming pour les sociétés, pas mieux. Alors leur truc à eux, ça va être d'inventer un nouveau style de vermouth. Alors, plus précisément, c'est le papa de Louis qui a inventé le vermouth, eux ils vont surtout booster la commercialisation. L'immeuble devant nous appartenait donc à la famille Noïpra. On voit d'ailleurs sur l'entrée principale le monogramme NP. On appelle ça les immeubles, mais c'était même une usine. L'architecte c'est Charles Baudin, c'est écrit dessus. L'ensemble faisait 10 000 m² et employait jusqu'à 120 ouvriers. Alors l'ensemble va surtout être étendu par Anne Rosine Noïpra, la fille donc de Louis et la femme donc de Claudius. Et en fait, c'est même comme ça qu'on va la surnommer, la veuve Noïpra. Elle est restée connue parce qu'elle a dirigé la société pendant 37 ans. Et on raconte que parmi toutes les bonnes œuvres autour de son entreprise, elle distribuait gratuitement chaque année 600 000 litres de vin de messe. Pas la même paroisse, enfin je crois pas. Et maintenant c'est parti, vérifiez bien vos lacets. Putain, je suis con, j'ai trouvé la deuxième, je sais plus où est la première. On attaque les escaliers en face des immeubles Noïpra et continuez sur la rue Beaujour. Une fois tout en haut, tournez à gauche sur la rue Breteuil. Alors pour en finir avec les petites industries qu'il y avait dans le quartier jusqu'à un passé pas si vieux finalement, je voudrais vous mentionner celle qui était là au 155 de la rue Breteuil. L'architecture casse pas 3 pattes à un canard, il y a juste cette petite enseigne en drapeau qui rappelle l'existence d'un truc de peut-être que c'était pas si longtemps. C'était une ancienne ferronnerie d'art, la ferronnerie Carrera. Je voulais mentionner quand même cette entreprise parce qu'on leur doit un paquet d'ouvrages à Marseille. Les rampes de l'escalier de la gare Saint-Charles, le portail d'honneur de la préfecture, la verrière des anciennes galeries Lafayette de la rue Saint-Ferréol, et leur dernière œuvre, ça a été la reproduction à l'identique de la marquise qui est l'entrée aujourd'hui de la bibliothèque de l'Alcazar. Vous savez, l'Alcazar, c'était un ancien cabaret, cour Belzins, ça a été transformé en bibliothèque depuis, et au moment de cette transformation,
Il n'a pas été possible de récupérer réellement la marquise d'origine, donc la ferronnerie Carrera a reproduit à l'identique en intégrant au passage les éclairages modernes, etc., etc. Puisque vous avez l'air très en forme, je vous propose de remonter le boulevard Vauban. Mais avant d'arriver tout en haut, prenez la petite rue sur votre gauche, Théophile Descanis. Puis à droite, sur la rue de la Martinique. Et enfin, les petits escaliers sur votre gauche de la rue Pythagore. Alors même si à l'arrivée, bien sûr, on aura une vue imprenable sur Marseille, profitez quand même de la balade pour commencer à découvrir de jolis cadrages comme ici sur le massif de l'Étoile. Alors si vous êtes attentif, grosso modo aux 2/3 de cette petite traverse, la traverse Pythagore, sur votre droite vous allez apercevoir une tour complètement recouverte de végétation. Petite tour carrée comme ça, très modeste. Ceci est un observatoire astronomique. Ernst Wilhelm Tempel, un nom tout à fait à consonance provençale puisqu'il est allemand, a habité cette maison. Il reçoit d'abord une formation de dessinateur, mais en fait, il va se découvrir une passion pour l'astronomie. Il va même découvrir tout seul sa première comète en 1859. Alors, puisqu'il est passionné d'astronomie, Temple, il va beaucoup discuter avec Benjamin Valls. Non, avec un Z. C'est le directeur de l'Observatoire de Marseille. Et Valls va même le convaincre de venir donc s'installer à Marseille, et va le nommer astronome adjoint. Alors Temple, c'est pas un petit rigolo, hein. Il va quand même découvrir ou co-découvrir 21 comètes. Hein. On va même lui donner le nom d'un cratère sur la Lune. Bon ben donc cette tour-là, à l'origine c'était un pigeonnier. Genre, il a découvert 21 comètes dans un pigeonnier. Non, mais comme Temple y a habité ici pendant 10 ans, bah c'est là qu'il avait installé sa lunette astronomique. Bon, il y avait déjà un observatoire à Marseille, donc hein, c'était monter des accoules, mais on a déménagé tout ça sur le parc Longchamp. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Hein. Bon, et pour ceux qui se contrefoutent très fort de l'astronomie, vous admettrez quand même que cette petite traverse est franchement charmante. Je dis ça parce que vous allez maintenant me maudire. Oh non. Je vais vous demander de redescendre la rue de la Martinique, descendre les escaliers de la rue Lejeune et de descendre le boulevard Vauban. Oui, je sais, je vous ai demandé de beaucoup descendre alors qu'on n'est pas arrivé tout en haut, mais je m'en fous, déjà je fais ce que je veux dans mes vidéos. Et puisque vous le prenez comme ça, vous voyez ces escaliers là? Eh ben allez hop, on grimpe. Et on va attaquer donc une rue qui porte bien son nom, la Montée Notre-Dame. Vous pourrez toujours vous consoler en admirant le paysage quand même. Admettez qu'il est difficile d'imaginer qu'on est au cœur de la 2e plus grande ville de France, non? Avec une seule godasse, c'est pas marrant, hein. Bon, plus besoin de vous guider maintenant, hein. Il suffit de toujours monter. Vous pouvez pas mettre un ascenseur? Là, la vieille machine qui faisait partie du paysage a cessé son pittoresque et bruyant va-et-vient, au grand regret des Marseillais. Hein? Ouais, si, il a existé cet ascenseur. Alors plus précisément, il faudrait parler de funiculaire, mais tout le monde dit ascenseur. Et alors c'est pas une blague, il a été conçu par un ingénieur qui s'appelle Émile Malin. Et ouais, faut imaginer hein, la consécration de la basilique, c'est en 1864. Il n'y a pas de voiture à l'époque, hein, donc pour ces feignasses de Marseillais, on a imaginé tout un tas de projets, tous aussi fous les uns que les autres, jusqu'à ce que ça soit donc Émile Malin avec sa proposition qui l'emporte. Alors Émile Malin, c'est un ingénieur à l'origine des chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Il va gamberger dans son coin à son machin, il va proposer le projet à la ville en 1889, qui va l'accepter, et on va inaugurer donc son funiculaire ou son ascenseur incliné, comme vous voulez, en 1892. Alors c'était un ascenseur hydraulique avec 2 cabines, chaque cabine roulait sur sa voie. Les voies étaient munies de crémaillère et on vidait le réservoir de la cabine qui montait pendant qu'on remplissait celui de la cabine qui descendait, tout simplement. Alors évidemment, l'ascenseur de Notre-Dame-de-la-Garde, ça va être un énorme succès. Pour vous donner une idée, le jour de l'ascension, c'est-à-dire le 15 août,
de l'année de l'inauguration, donc 92 pour ceux qui suivent, bravo, il y a quand même eu 15 000 voyageurs rien que dans l'ascenseur. En 75 ans de bons et loyaux services, il aura quand même déplacé quelques 20 millions de passagers. 20 millions. Alors malheureusement, il ne reste plus aucune trace aujourd'hui, si ce n'est la plateforme où trône la croix, là, dans la Pinède. La passerelle métallique qui reliait la gare d'arrivée à cette plateforme avait été réalisée par l'entreprise Eiffel. Elle faisait 80 mètres de long pour 5,50 mètres de large. Et tout a été détruit en 1974, 7 ans après la fin de service de l'ascenseur. Plus une trace, rien, nada. Oui, parce que 1967, on est en plein dans l'ère du tout voiture et tout le monde préfère se déplacer avec sa tuture pour monter tout là-haut, ce qui fait que l'ascenseur est de moins en moins fréquenté. Quand on voit aujourd'hui à quel point les parkings de la basilique sont pleins à craquer. Bon, et puis pour en finir avec cette histoire d'ascenseur, justement, la ville est en train de réfléchir à mettre en place maintenant un nouveau projet de téléphérique. Ce coup-ci, ça serait plus un ascenseur. On partirait plus du même endroit, tout ça. On partirait plutôt du côté du bassin du carénage. Je vous la fais courte, les études sont en cours, ça peut encore changer 100 fois. Et c'est pas pour demain, soyons bien d'accord. Mais enfin bref, plutôt que rêvasser à cette histoire de téléphérique, je vous propose deux choses. Partagez massivement cette vidéo et surtout, profitez du soleil. Salut!